Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 21 janvier. En plein cessez-le-feu à Gaza, les forces de l'entité sioniste mènent une violente offensive contre Jenin en Cisjordanie occupée, faisant au moins 8 martyrs et 35 blessés. Au troisième jour de la trêve à Gaza, la résistance palestinienne réitère son engagement vers l'accord de cessez-le-feu à travers la libération de détenus. L'Afrique est témoin d'une augmentation de 400% des attaques terroristes avec la région du Sahel comme épicentre. Une alerte lancée par Ahmed Attaf à New York lors d'une réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique présidée par l'Algérie. Signature à Rome de la déclaration conjointe d'intention politique sur le projet South 2 Corridor. Les parties signataires, dont l'Algérie, confirment leur intention de renforcer la coopération pour développer ce projet stratégique reliant les sites de production en Algérie vers l'Europe. Et aux États-Unis, à peine investi dans ses fonctions de président, Donald Trump signe une série de décrets, dont un visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir à tous. Au troisième jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les forces de l'entité sioniste ont lancé une série de raids d'envergure à Jenin, en Cisjordanie occupée, et ont imposé un siège à la ville et à son camp de réfugiés. Selon le ministère palestinien de la Santé, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 35 ont été blessés dans cette agression. Il m'a dit « Je suis fatigué, peux-tu aller chercher du pain ?» J'ai répondu « Je ne sais pas si j'y arriverai, car j'ai garé ma voiture au marché pour l'y mettre en sécurité et je rentrerai à pied. Donc si j'en ai l'occasion, je t'en apporterai. » J'ai alors essayé de l'appeler pour lui dire que j'apporterai du pain, mais il n'a pas répondu. Il s'avère qu'il était déjà tombé en martyr. Il semble qu'il soit allé en chercher et qu'il soit devenu martyr. Les forces de l'occupation sioniste qui ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 20 Palestiniens dans plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Parmi les personnes appréhendées figurent une journaliste, une femme, 2 frères et d'anciens prisonniers. Ces arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, Al-Qilia, Ramallah et Naplouse. Et des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mardi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'El-Quds sous la protection des forces de l'occupation. Les colons qui se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée ont mené des marches provocatrices et effectué des rituels talmudiques dans ses cours. Et dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu continue d'être violé par l'entité sioniste. 2 Palestiniens ont été blessés ce mardi par des tirs des forces de l'occupation lors de 2 opérations distinctes au large de la ville de Gaza et dans le quartier d'Al-Sabra. Un pêcheur palestinien a été grièvement blessé par des tirs des navires de guerre des forces sionistes au large de la ville de Gaza, tandis qu'un autre a été blessé par des tirs de drone à proximité de Diwan Abu Sharia, dans le quartier d'Al-Sabra, au sud-ouest de la ville.
malgré ces violations quotidiennes, le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste, s'est dit confiant dans l'accord de cessez-le-feu. Nous sommes confiants dans l'accord en ce qui concerne sa formulation. Le fait que nous avons réglé toutes les questions importantes sur la table, le mécanisme de surveillance en place avec la salle d'opération au Caire, l'engagement des deux parties à l'engagement et le soutien de la communauté internationale et bien sûr des observateurs dans le Qatar. N'importe quel événement sur le terrain peut changer la réalité à tout moment. Toute violation de l'une ou l'autre des parties ou toute décision politique de l'une ou l'autre des parties de ne pas mettre en œuvre les engagements de l'accord pourrait évidemment conduire à l'échec de l'accord. Et je vous en parlais en titre, outre le Hamas, le mouvement de résistance palestinien, le djihad islamique, a confirmé son engagement envers l'accord de cessez-le-feu à travers la libération de détenus qui remplissent les conditions de la première phase de la trêve. Nous confirmons notre engagement envers l'accord de cessez-le-feu et notre participation dans l'accord actuel d'échange de prisonniers. Nous libérons dans les prochains jours un certain nombre de prisonniers ennemis qui remplissent les conditions de la première phase de l'accord et en coordination avec nos frères des brigades Al-Qassam. Nous sommes attachés à l'accord, mais si l'ennemi ne le respecte pas, nous serons prêts comme d'habitude à défendre notre peuple et nos lieux saints en cas de violation ou d'agression. Et depuis l'entrée en vigueur dimanche du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, beaucoup de déplacés palestiniens se sont pressés de quitter leur abri de fortune pour retrouver leur maison. Mais dans la plupart des cas, ce sont des tas de décombres qu'ils découvrent à la place. Souhila Kilal. Maintenant qu'il ne pleut plus de bombes sur Gaza et qu'un calme relatif est de retour dans l'enclave, les habitants commencent à prendre réellement la mesure du désastre qui les entoure. Si dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la majorité des déplacés ont plié bagages pour rentrer chez eux, d'autres en revanche ont fini par abandonner l'idée de repartir et préfèrent rester dans les camps de fortune qu'ils occupent depuis des mois. Et pour cause, il ne reste plus rien de leur maison. Il est quasiment impossible de dresser des tentes sur les ruines de leurs anciens quartiers. La destruction est totale et à perte de vue. Et aucune commodité n'est disponible. Nous restons sur place, il n'y a pas d'endroit où dresser une tente, comme vous pouvez le voir dans la zone. Même si vous essayez d'attacher un animal ici, il ne survivrait pas. Il n'y a aucune commodité, ni eau, ni électricité, ni assainissement. Nous voulions revenir pour monter une tente pendant le cessez-le-feu. Comme vous pouvez le voir, c'est devenu une ville fantôme. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a même pas de terrain plat sur lequel on puisse se reposer. Youssef Cherkaoui et sa famille ont fait le choix de rester dans le camp de réfugiés, mais il est tout de même retourné sur les vestiges de son ancienne maison mise à terre pour tenter de récupérer des affaires de sous les décombres, mais surtout des vêtements pour ses 5 enfants qui ont du mal à supporter le froid des nuits hivernales. Je cherche sous les décombres des vêtements que mes enfants pourraient porter. Notre situation est désastreuse, notre destin est de vivre dans la rue et personne ne s'inquiète pour nous. J'ai 5 enfants, dont un bébé, nous sommes en hiver, nous grelottons la nuit, c'est insupportable. Après 15 mois de bombardements intensifs, Gaza est une ville sinistrée, une ville fantôme, où près de 90% de la population a été déplacée et toutes les infrastructures vitales ont été réduites à néant, sans exception. À ce niveau de ravage, il faudra, selon l'ONU, au moins 5 ans pour tout déblayer et de très nombreuses années pour tout reconstruire. D'ici là, les Gazaouis doivent s'armer de courage et de patience pour continuer à vivre. Dès que les armes se sont tues à Gaza, l'aide humanitaire a commencé à affluer, mais après 15 mois de guerre génocidaire, les besoins de la population sont colossaux. Les représentants des municipalités du Nord, notamment, appellent à l'aide internationale, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire sans précédent. Amal Amezian Zitouni. Au milieu d'un paysage apocalyptique de ruines poussiéreuses et d'immeubles éventrés, des milliers de déplacés palestiniens se précipitent pour retrouver leurs maisons. Celles-ci qui se sont transformées en un amas de décombres
Après 15 mois et demi de génocide sioniste, aucune structure n'y a échappé. Les camps de Jabalia et Beit Hanoun ont été complètement détruits. Les routes, les réseaux d'eau potable, d'eau insalubre, d'électricité et de communication, les installations économiques et agricoles, les puits et les hôpitaux ont été entièrement détruits. En outre, des écoles et des installations appartenant à l'UNRWA qui servaient d'abri aux citoyens ont été prises pour cible. Cela laisse présager une catastrophe humanitaire sans précédent. Depuis le 7 octobre 2023, le gouvernorat de Gaza Nord, dont fait partie le camp de Jabalia, a été soumis à des attaques incessantes de la part des forces sionistes. La zone a été vidée de toute vie palestinienne. Les habitants, soumis également à des ordres d'évacuation, ont été forcés de fuir. Le nord de Gaza est actuellement dévasté. Le nord de Gaza est une zone sinistrée, dépourvue de tous les biens de première nécessité. Le retour des habitants déplacés constitue un défi important et un choc pour la population du nord de Gaza en raison de la dévastation indescriptible. Nous appelons les Nations Unies et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités et à mettre fin à cette guerre brutale. Après le cessez-le-feu, les Palestiniens vivent dans des tentes de fortune, entourés de décombres, et luttent pour se procurer les produits de première nécessité, comme l'eau et la nourriture. Aucun secteur vital n'a été épargné. Les conséquences du génocide sioniste sont terribles sur les civils palestiniens, principale cible des hordes sauvages. Et restez avec nous pour la suite de ce 19h. Tout de suite, l'édition africaine. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé ce mardi à New York la réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, événement phare de la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour le mois de janvier. Cette réunion est destinée à débattre de l'expansion des activités terroristes en Afrique et des menaces qu'elles représentent pour la sécurité et la stabilité des pays africains. Intervenant lors de cette rencontre, le ministre d'État algérien a affirmé que les chiffres indiquaient qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a été témoin d'une augmentation profondément choquante de 400% des attaques terroristes. Je tiens à reprendre à mon compte votre évaluation alarmiste quant à la menace croissante du terrorisme en Afrique. Si cette menace a connu une forte baisse dans d'autres régions du monde, elle a connu une hausse exponentielle sur notre continent. Les statistiques dépeignant les plus récentes tendances en matière de terrorisme en Afrique sont sans appel. Ces chiffres démontrent qu'au fil de la décennie écoulée, l'Afrique a connu une augmentation de 400%, un chiffre choquant, d'attaques terroristes et une augmentation de 237% de décès dus au terrorisme. Ces statistiques démontrent également que rien que lors des 9 premiers mois de l'année 2024, l'Afrique a été le théâtre de plus de 3200 attentats faisant plus de 13 000 morts. Et toujours selon Ahmed Attaf, l'épicentre du terrorisme mondial s'est déplacé ces dernières années vers la région du Sahel qui totalise désormais 48% des décès liés au terrorisme dans le monde. Ces statistiques démontrent également que l'épicentre du terrorisme international est à présent dans la région du Sahel. Une région qui représente aujourd'hui plus de 48% des décès dus au terrorisme
alors que cette région ne représentait qu'1% de ces décès en 2007. La lutte contre le terrorisme au Sahel, une tâche louable confiée à l'Algérie. Selon Ahmed Attaf, ce fléau s'étendra dans les 4 coins du monde s'il n'est pas combattu. Nous sommes intimement convaincus que l'Afrique ne sort pas à une menace locale, mais bien à une menace planétaire, une menace qui se joue des frontières et qui n'épargne personne. Le sort de l'Afrique aura, tôt ou tard, de vastes ramifications qui se feront ressentir bien au-delà des régions de l'Afrique touchées, bien au-delà du continent. Et toujours à New York, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en marge de sa présidence des réunions de haut niveau. La rencontre a permis de passer en revue les efforts conjoints en faveur des principes de la Charte des Nations Unies et au service de la paix et du développement dans le monde, à la lumière des priorités de la présidence algérienne du Conseil de sécurité. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'actualité, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. En marche toujours des réunions de haut niveau prévues dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre algérien des Affaires étrangères s'est aussi entretenu avec nombre de ses homologues, notamment du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Les deux ministres ont procédé à un échange de vues et d'analyses concernant nombre de questions africaines d'actualité et examiné les perspectives de promotion des relations bilatérales. Parmi ses homologues africains également, Ahmed Attaf s'est aussi entretenu à New York avec le ministre libyen des Affaires étrangères, Taher El-Baour, avec qui il a passé en revue les développements de la situation sur la scène libyenne et discuté de la poursuite des efforts conjoints pour l'approfondissement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Le ministre d'État algérien a également eu des entretiens avec son homologue somalien Ahmed Maalim Faki, toujours en marge des réunions de haut niveau prévues dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité de l'ONU. Les entretiens ont porté sur les moyens à même de redynamiser la coopération bilatérale et de renforcer la coordination entre les deux pays durant leurs mandats actuels de membres du Conseil de sécurité au service des causes arabes et africaines. Outre ses homologues africains, Ahmed Attaf s'est entretenu aussi à New York avec le secrétaire d'État adjoint britannique du Commonwealth, Hamish Falconer. La rencontre a été l'occasion de discuter des moyens permettant de poursuivre le dialogue stratégique et de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Dans l'actualité également, le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saïhi, a été reçu ce mardi à Antananarivo en qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmajid Tebboune par le président malgache Andry Rajoelina. À cette occasion, Saïhi lui a remis une lettre manuscrite du président algérien. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant les relations solides entre les deux pays et de renouveler l'engagement commun à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, abordant par là même l'importance de réactiver les cadres de coopération entre les deux pays. Andry Rajoelina s'est dit fier des relations privilégiées entre son pays et l'Algérie, saluant le rôle pivot de l'Algérie au niveau continental.
L'actualité en Afrique, c'est aussi la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, qui a présidé à Johannesburg, en Afrique du Sud, les travaux de la 9e réunion du comité des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Cette réunion a pour objectif d'examiner des questions fondamentales liées au renforcement de la gouvernance en Afrique, notamment le plan d'action stratégique du MAEP 2025-2028, la durabilité financière et le renforcement des capacités des institutions de gouvernance sur le continent s'inscrit également dans le cadre de la préparation du 34e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP qui se tiendra sous la présidence périodique de l'Algérie. Et toujours dans ce 19h, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP à Alger le général d'armée Mouzgui Kina Regaba, chef des forces de défense populaire ougandaises, qui effectue une visite de travail en Algérie. Les deux parties ont examiné les opportunités de coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de consolidation de la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les deux responsables ont aussi évoqué les défis sécuritaires que traverse le monde en général et le continent africain en particulier et échangé les points de vue sur les différentes questions d'actualité. Je vous en parlais en titre, le ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a participé ce mardi à Rome, en Italie, aux travaux de la première réunion des ministres de l'Énergie des pays concernés par le projet South 2 Corridor. Cette réunion ministérielle regroupe l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Mohamed Arkab est notamment accompagné d'une délégation de haut niveau composée du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables, Nordine Yassa, et des PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz. La réunion ministérielle a abouti à la signature de la déclaration conjointe d'intention politique sur le projet de South 2 Corridor où les parties signataires ont confirmé leur intention de renforcer la coopération afin de développer ce projet stratégique qui relie les sites de production en Algérie vers l'Europe en consolidant la coopération au sein du groupe de travail commun des 5. Et pour évoquer l'importance de ce projet stratégique, restez avec nous pour retrouver notre invité du soir. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nazim Sini. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant agrégé en économie et spécialiste des questions géopolitiques. Alors, tout d'abord, quel est le principal ou la principale ambition de l'Algérie à travers le projet South 2 Corridor ? Écoutez, c'est très important que cette réunion ait pu se tenir, surtout avec la présence de l'Algérie, puisque notre pays tend à jouer un rôle majeur, un rôle leader en matière de transition énergétique, notamment à travers l'hydrogène vert. Il faut savoir que l'hydrogène vert, d'abord, est une matière première qui entre essentiellement dans le processus industriel. C'est une énergie propre, c'est aussi un combustible qui n'émet pas de CO2 et qui rentre parfaitement dans les objectifs de réduction de CO2 de l'ensemble des pays signataires, vous savez, de ces fameux accords de Paris qui obligent ou qui contraignent tous les pays du monde à justement réduire leurs émissions de CO2 dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut aussi rappeler, et vous l'avez dit en préambule, c'est que cette réunion a regroupé quasi 5 pays, donc avec la Tunisie, l'Italie, et puis 2 grands pays industriels que sont l'Autriche et l'Allemagne, qui sont énergivores, qui ont besoin d'énergie pour alimenter leurs machines industrielles. On note également la présence de la Suisse et de l'Union européenne comme membres observateurs à cette réunion. C'est pour vous montrer l'importance que revêt cette volonté de l'Algérie justement de s'entourer de pays pour constituer un groupement énergétique qui soit indépendant et qui œuvre également pour promouvoir les énergies renouvelables.
Alors Nazim Sini, puisque vous en parlez, comment le South 2 Corridor renforce-t-il le rôle de l'Algérie dans le transport énergétique vers l'Europe? Écoutez, ce qui est important quand on mène une transition énergétique, c'est d'abord d'avoir des infrastructures, d'avoir une expertise. L'Algérie l'a, donc elle possède les infrastructures nécessaires et également la technicité pour développer l'hydrogène vert. Ensuite, pour acheminer cette énergie vers justement la destination européenne, il faut mettre en place toute une chaîne logistique et également toute une supply chain. Et c'est là où la Tunisie et l'Italie vont jouer un rôle majeur notamment, et surtout l'Algérie a une ADN énergétique qui est reconnue par ses partenaires, et notamment les partenaires que nous avons cités. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a un processus qui est enclenché, notamment dans la volonté de notre pays d'adopter l'hydrogène vert comme source d'énergie propre, puisqu'on sait que le monde se dirige inexorablement vers la décarbonation. On sait que d'ici 10 ans, le monde ne sera carboné qu'à 50%, et dans 20 ans, il ne le sera plus qu'à 30%. Donc c'est très important de commencer à adapter son appareil énergétique aux besoins futurs de nos partenaires commerciaux que représentent certains pays de l'Union européenne. Et l'Algérie aujourd'hui a un marché qui s'offre devant elle et il est très intéressant et même important qu'elle puisse se positionner dès maintenant. Et en quoi, Nazim Sini, en quoi ce corridor contribue-t-il à la sécurité énergétique régionale et européenne à la fois? En fait, c'est un lien qui est, si vous voulez, parfaitement consolidé entre les deux régions qui ont des relations commerciales, diplomatiques, économiques que représentent l'Europe et l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, l'Algérie veut absolument consolider, sécuriser ce corridor pour permettre d'avoir une énergie qui soit abondante, qui soit à un bon marché et également qui soit stable pour ses partenaires commerciaux, et elle s'appuie sur le pays frère que représente la Tunisie. Donc il y a une vocation géopolitique, il y a une vocation diplomatique, mais il y a une vocation aussi économique. Donc c'est très important de soutenir ce projet. L'Algérie est à la manœuvre, elle obtient l'adhésion de ses partenaires européens et surtout ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est accélérer les investissements, attirer les IDE, mais aussi élargir justement ce groupement de pays à d'autres partenaires, notamment des pays du Nord, des pays de l'Est, etc. Et ce projet donc, est mis sur rail, un projet stratégique. Quels sont les défis qui se dressent face à ce projet qui serait plus d'ordre technique ou diplomatique aujourd'hui? Écoutez, pour moi, je vois deux défis majeurs. D'abord, vous l'avez dit, c'est des défis techniques d'acheminement de cette énergie. Et puis même aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est que l'hydrogène vert, avec les technologies que nous possédons actuellement, reste tout de même assez coûteux en matière d'investissement. C'est un secteur d'activité qui nécessite beaucoup de cash flow, donc c'est des investissements qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards de dollars, et aujourd'hui il va falloir trouver les financements nécessaires, s'adosser peut-être à d'autres partenaires internationaux pour justement permettre de faire avancer la question de l'hydrogène vert. Et puis le deuxième, c'est évidemment le deuxième défi, c'est un défi d'ordre diplomatique, c'est-à-dire que pour acheminer cette énergie, il faut avoir des relations diplomatiques qui soient au beau fixe avec les pays partenaires, et ça je pense que l'Algérie n'a pas de souci à se faire de ce côté, puisque elle entretient de très bonnes relations avec l'Union européenne et notamment les pays qu'on a cités comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais pour moi, le véritable défi, le vrai challenge, il va être d'ordre technique et financier. Et l'Algérie a été à maintes reprises qualifiée de partenaire fiable en matière énergétique. Pensez-vous que ce rôle sera consolidé davantage à travers ce projet ? Écoutez, depuis l'indépendance, l'Algérie a toujours été constante en matière énergétique. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait partie de notre ADN. Je pense que c'est un acquis qu'il va falloir préserver. Nous avons une réputation qui est très solide sur les marchés internationaux, avec une énergie qui est de très bonne qualité, des infrastructures également qui sont aux standards internationaux. Et puis surtout, nous n'avons jamais eu de problème de rupture d'approvisionnement. Et vous savez, dans l'échiquier mondial actuellement, les chocs géopolitiques, le plus important pour les acheteurs, c'est d'avoir un pays qui soit fiable,
et également qui puisse répondre aux besoins à un instant T. Et pour ça, l'Algérie peut se targuer d'avoir justement une très bonne réputation à ce niveau-là. C'est un pays également qui respecte ses engagements, surtout en matière commerciale, et ça c'est très appréciable de la part de ses partenaires. Peut-être une dernière question, Nazim Sini. Comment le South 2 Corridor s'inscrit-il aujourd'hui et dans la conjoncture qu'on connaît, dans les ambitions énergétiques et géopolitiques de l'Algérie? Écoutez, aujourd'hui, vous le savez, on vit dans un monde qui est dominé par l'énergie. Donc, lorsque vous êtes aux avant-gardes de cet hydrogène vert, cette énergie renouvelable, c'est quelque part des pions économiques, diplomatiques que vous faites avancer sur cet échiquier-là. Et justement, aujourd'hui, l'énergie est devenue justement une arme économique, est devenue une arme politique qu'il va falloir utiliser face à des menaces qui sont en train de naître un peu partout. C'est également une volonté de s'imposer et de défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie. Ça, c'est très important de le rappeler, surtout quand on voit que nous avons une montée du protectionnisme, quand on voit qu'il y a un retour à des mesures unilatérales. Et donc, notre pays, aujourd'hui, peut se targuer de disposer d'un outil qui est son énergie, sa capacité énergétique, pour justement asseoir son influence et défendre ses intérêts stratégiques. Nazim Sini, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes enseignant agrégé en économie et spécialiste des questions géopolitiques. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, les forces de l'occupation marocaine ont une fois de plus expulsé un journaliste espagnol et 2 observateurs internationaux de la ville occupée de Dakhla. Il s'agit d'une des mesures visant à empêcher les journalistes, les militants des droits de l'homme et les observateurs internationaux d'entrer dans la partie occupée du Sahara occidental et à dénoncer les crimes contre les droits de l'homme commis contre les habitants du Sahara occidental. L'association marocaine de protection des deniers publics a tiré la sonnette d'alarme quant à l'ampleur de la corruption, le pillage de l'argent public et le transfert illicite de la devise et le blanchiment d'argent dans le royaume et a appelé à organiser une marche populaire le 9 février et pour exiger la protection des lanceurs d'alerte contre la pression qu'ils subissent au quotidien de la part du Makhzen. Dans son communiqué, l'association marocaine de protection des deniers publics a appelé à l'ouverture d'une enquête sur le programme de restructuration, ou plutôt de reconstruction de la zone du séisme d'El Haouz et à la traduction en justice des personnes impliquées dans les soupçons de corruption liés à ce dossier. L'actualité en Afrique, c'est aussi le président tunisien Kais Saied qui a réitéré son appel incessant à la nécessité d'aller de l'avant sur la voie de la restauration du rôle social de l'État dans les plus brefs délais. Président une réunion à laquelle ont pris part le chef du gouvernement Kamal Madouri, la ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales. Kais Saied a saisi l'occasion pour dénoncer le gaspillage injustifié des institutions et la dilapidation de l'argent public qui en découle. Direction le Burkina Faso, l'armée a annoncé avoir éliminé plusieurs dizaines de terroristes durant la première quinzaine du mois de janvier lors d'une série d'opérations dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions du centre-nord, de la boucle du Mouhoun à l'ouest, de l'est, du centre-est, du Sahel et du nord. Et alors que le Kenya renforce sa présence policière en Haïti par l'envoi de nouveaux agents, les patrouilles terrestres et la surveillance aérienne se poursuivent afin de rétablir l'ordre dans cette île des Caraïbes ravagée par la violence. We made efforts
Nous avons fait des efforts et nous nous sommes associés à la police nationale d'Haïti et nous sommes venus avec une équipe grâce à laquelle nous avons affronté les gangs. Ils étaient nombreux et même si vous voyez cette colline ici, ils avaient envahi jusqu'à cette colline et au-delà. Mais nous avons réussi à les repousser. Nous les avons affrontés. Dans le reste de ce 19h, je vous en parlais en titre, quelques heures seulement après avoir été investi dans ses fonctions de président des États-Unis, Donald Trump a signé une série de décrets, dont un visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Trump a justifié ce retrait par l'écart des contributions financières américaines et chinoises. Energy efficiently to drive the American economy forward. Birthright. That's a big one. What about that one? This is an order creating and implementing the Department of Government. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated. Nous avons donc payé 500 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé lorsque j'étais ici et j'ai mis fin à ce versement. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Nous en avons 350. Personne ne sait ce que nous avons parce que beaucoup de gens sont entrés illégalement. Mais disons que nous en avons 325 millions. Ils en avaient 1,4 milliard. Ils payent 39 millions. Nous payons 500 millions. Cela me semblait un peu injuste. Et l'OMS a réagi en regrettant le choix de Donald Trump, tout en espérant que les États-Unis reconsidèrent leur décision de se retirer de cette organisation mondiale. Has the clock started ticking? Maybe Alessandra, you know, and does that mean L'Organisation mondiale de la santé regrette l'annonce du retrait des États-Unis de l'organisation. L'OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde entier, y compris des Américains, en s'attaquant aux causes profondes des maladies, en construisant des systèmes de santé plus solides et en détectant, prévenant et répondant aux urgences sanitaires, y compris les épidémies, et souvent dans des endroits dangereux où d'autres ne peuvent pas aller. Nous espérons que les États-Unis considéreront leurs décisions et nous sommes impatients d'engager un dialogue constructif pour maintenir le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et l'OMS au bénéfice de la santé et du bien-être de millions de personnes dans le monde. Pour sa part, Pékin a assuré que son soutien à l'OMS ne faiblirait pas. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Guo Jiakun, a affirmé que le rôle de l'OMS devait être renforcé, pas affaibli, ajoutant que la Chine, comme elle l'a toujours fait, soutiendra l'OMS dans l'accomplissement de ses missions. En tant qu'organisation internationale professionnelle spécialisée dans la santé publique mondiale faisant autorité, l'Organisation mondiale de la santé joue un rôle central de coordination avec la gouvernance mondiale de la santé. Le rôle de l'OMS doit être renforcé, pas affaibli. La Chine, comme elle a toujours fait, soutiendra l'OMS dans l'accomplissement de ses missions, approfondira la coopération internationale en matière de santé publique, renforcera la gouvernance mondiale et la santé et œuvrera à l'édification d'une communauté de santé partagée par l'ensemble de l'humanité. Lors de son investiture, Donald Trump a aussi enclenché un nouveau retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, une marche arrière toute dans la lutte contre le dérèglement climatique qui met en péril, selon des observateurs, les efforts mondiaux pour le freiner. Le républicain a tenu parole en signant dès son premier jour de retour au pouvoir un décret présidentiel, puis une lettre aux Nations Unies en ce sens. L'accord de Paris sur le climat demeure le meilleur espoir de l'humanité tout entière. C'est ce qu'a souligné en tout cas la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en réaction au retrait des États-Unis de cet accord. L'accord de Paris reste le meilleur espoir de l'humanité et l'Europe maintiendra donc le cap et continuera à travailler avec toutes les nations qui veulent protéger la nature et stopper le réchauffement climatique.
Le président américain Donald Trump a également signé hier un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Cette loi, votée par le Congrès en 2024 et entrée en vigueur dimanche, impose à la maison mère de la plateforme de la vendre sous peine d'interdiction sur les territoires américains. TikTok est essentiellement composé de jeunes. Je pense que j'ai un faible pour TikTok que je n'avais pas à l'origine. Essentiellement avec TikTok, j'ai le droit de le vendre ou de le fermer. Et nous prendrons cette décision. Il se peut que nous devions aussi obtenir l'approbation de la Chine. Je n'en suis pas sûr. Mais je suis sûr qu'ils l'approuveront. Et s'ils ne l'approuvent pas, ce serait en quelque sorte un acte hostile, je pense. Et Pékin dit espérer une coopération avec Washington en matière de commerce après l'investiture du président américain qui a menacé d'imposer d'importants droits de douane aux géants asiatiques. Le caractère inné de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis réside dans les avantages mutuels et les victoires communes. Maintenir un développement stable des relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis est dans l'intérêt fondamental des deux pays et des deux peuples. On favorise également le développement économique mondial. La Chine prête à renforcer le dialogue et la communication avec les États-Unis, à gérer correctement les différences et à développer une coopération mutuelle bénéfique, conformément aux principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant. Nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour promouvoir conjointement le développement stable, sain et durable des relations économiques et commerciales sino-américaines. Et parmi les promesses faites hier par Donald Trump, celle de gracier des personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les qualifiant d'otages. Ce soir, je vais signer des grâces pour les otages du 6 janvier. Dès que je pars d'ici, je vais au bureau ovale et je signerai des grâces pour beaucoup de gens, beaucoup de gens. À peine investi, président Donald Trump a aussi juré de reprendre le contrôle du canal de Panama, promettant de faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés dans le monde et mettant en avant une politique étrangère axée sur l'Amérique d'abord. Nous avons été très maltraités avec ce cadeau insensé qui n'aurait jamais dû être fait. Et la promesse du Panama à notre égard a été rompue. L'objectif de notre accord et l'esprit de notre traité ont été totalement violés. Les navires américains sont lourdement surfacturés et ne sont traités équitablement, sous aucune forme. Et cela inclut la marine américaine. Et surtout, la Chine exploite le canal de Panama. Et nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama. Et nous le reprenons. Des Panaméens et des touristes ont réagi à ces menaces de prendre le contrôle du canal de Panama. Pour nombre d'entre eux, il devrait rester tel quel pour maintenir la paix. Donde observamos la distancia entre el barco y el muro. Explorer es una embarcación con capacidad de gas licuado. À travers l'histoire, l'administration du canal par le gouvernement panamien a été si efficace que j'estime qu'à moins de raisons ou de justifications majeures, les choses doivent rester telles qu'elles sont. Il est très clair que si aucune raison ne justifie une telle intervention, les choses doivent rester telles qu'elles sont. Je ne pense pas que c'est comme lorsque les États-Unis ont cédé le canal au Panama. Des traités ont été conclus. Je pense que ces traités ont été conclus avant tout pour maintenir la paix, car le canal est utilisé non seulement par les États-Unis, mais aussi par la Chine. Je pense donc que les autorités devraient avant tout se réunir et discuter de ces questions, car elles nous concernent tous.
Je pense que c'est une erreur. Je ne pense pas qu'il devrait s'impliquer. Je pense qu'il devrait laisser les choses telles qu'elles sont. Voilà ce que je pense. Et promise de longue date, la vaste offensive anti-immigration de Donald Trump a pris forme. Le nouveau président américain a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, a ordonné à l'armée américaine d'en assurer la surveillance et va s'attaquer aux droits d'asile et aux droits du sol. Karim Bouaziz. Sitôt dit, sitôt fait. En prenant témoin les caméras, à peine investis, Donald Trump signe des décrets qualifiant l'état d'urgence et l'immigration illégale en provenance du Mexique. Il a aussi révoqué le droit du sol automatique pour les enfants de migrants clandestins. Pas que. Et concernant toujours le Mexique, plus 25% de tarifs douaniers pour les importations de ce pays voisin. Sans attendre, la nouvelle administration cible d'emblée l'immigration illégale à travers le pays frontalier du Sud. 11 millions de travailleurs illégaux aux États-Unis pour endiguer le flux, un décret paraphé pour le président quelques minutes après l'investiture et suspend l'application du CBP, douane et protection des frontières, et surtout la fin des admissions des réfugiés sur le sol américain durant une période de 4 mois. Il est question également avec ces executive orders, la relance de la construction du mur à la frontière. Donald Trump a réussi à imposer l'immigration comme sujet principal, une promesse de campagne traduite en actes dans la foulée. Conséquence des milliers de candidats à l'exil actuellement d'origine d'Amérique du Sud et centrale se retrouvent bloqués, perdus et sans option à la frontière mexicaine. Et pour finir, l'ajout de nombreux cartels de drogue dans la liste d'entités terroristes. D'ailleurs, l'armée américaine pourrait avoir pour mission d'attaquer ces mêmes organisations. Ceci n'est pas exclu, a prévenu Trump lors d'une première conférence de presse. D'autres décrets signés pourraient créer de vives tensions concernant le Mexique toujours et plus exactement le golfe du Mexique. Celui-ci serait renommé Golfe de l'Amérique d'après un décret. Le Mexique, en ligne de mire de la nouvelle administration Trump, la principale concernée, le chef de cet État, Claudia Sheinbaum, a lancé un appel à garder la tête froide face à ces premières mesures affectant directement son pays et l'un des premiers partenaires des États-Unis. Dans l'actualité aussi, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus ce mardi lors d'un appel vidéo affichant leur bonne entente au lendemain de l'investiture aux États-Unis de Donald Trump. Sur les images de cette visioconférence, les deux dirigeants se sont notamment félicités une nouvelle fois du partenariat stratégique russo-chinois. Nous construisons nos liens sur la base de l'amitié, de la confiance mutuelle et du soutien à l'égalité et aux bénéfices mutuels. Ces liens sont autosuffisants. Ils ne dépendent pas de facteurs de politique intérieure ni de la situation mondiale actuelle. On peut affirmer avec certitude que la communication en matière de politique étrangère et le travail conjoint entre la Russie et la Chine jouent un rôle important et stabilisateur dans les affaires internationales. Les relations entre la Chine et la Russie fondées sur une bienveillance et une amitié éternelle, ainsi que sur une interaction stratégique globale, une coopération mutuelle bénéfique et des gains pour les deux parties, acquièrent une nouvelle vitalité. Et pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, l'intérêt des États-Unis n'a jamais changé, soulignant qu'il était d'être toujours plus fort que n'importe quel concurrent. Lavrov s'exprimait lors d'une conférence de presse avec le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Il s'agit d'un indicateur évident des méthodes par lesquelles le président Trump et son administration entendent faire avancer les intérêts des États-Unis sur la scène internationale. Les intérêts des États-Unis n'ont jamais changé. Qu'un démocrate ou un républicain soit à la Maison-Blanche, cet intérêt est de toujours être plus fort que toute concurrence. En Turquie, au moins 66 personnes sont mortes et 51 ont été blessées dans l'incendie de leur hôtel, apparemment dépourvu de système d'alarme, survenu hier en pleine nuit dans une station de ski du centre du pays. La cause du sinistre n'est pas encore connue.
Dans l'incendie qui s'est déclaré dans cet hôtel de Bolu, à Kartalkaya, nous avons malheureusement perdu 66 personnes. Nous avons 51 blessés. Nous sommes vraiment désolés. Le feu est éteint. Le refroidissement est en cours. Et suite à cet incendie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi qu'au gouvernement et peuple turc. En Espagne, une personne est décédée et une autre a été grièvement blessée à la suite d'une explosion ce matin d'un réservoir d'acétate de méthyle, un produit hautement inflammable sur le port de Barcelone. 11 unités de pompiers ont travaillé pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré sur le quai de l'Énergie. Un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations a fait au moins 16 morts et 10 blessés dans une province centrale de la grande île indonésienne de Java. 5 personnes sont toujours portées disparues. À noter que des glissements de terrain se produisent régulièrement dans le vaste archipel indonésien pendant la saison des pluies entre novembre et avril, mais également depuis un certain temps en dehors de la saison humide. Voilà, c'est la dernière info de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.